Alors donc, bienvenue encore une fois à cette présentation qui est une initiative du groupe de travail en santé mondiale, qui est un groupe de travail de l'Institut Santé Société et du réseau j'oublie toujours le nom, intersectoriel en santé de l'Université du Québec et qui regroupe finalement les personnes qui travaillent en santé dans l'ensemble des universités du Québec. Ça. Notre groupe, en fait, regroupe un certain nombre de profs des universités du Québec et d'étudiants et étudiantes qui travaillent sur des questions de santé mondiale et ensemble, on organise des activités et on est un groupe jeune qui a démarré il n'y a pas si longtemps et l'idée, éventuellement, c'est de générer plus de collaboration entre nos membres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, pardon, d'animer cette rencontre et d'accueillir. Voici, je vous présente les panélistes. Bien sûr, vous les voyez en personne devant vous. Je vais prendre quelques minutes quand même pour présenter toutes les personnes qui sont là. Marietou Niang, qui est professeure régulière au département de psychosociologie et de travail social de l'UQAR, est aussi la principale responsable du panel que vous voyez aujourd'hui. C'est Marietou qui a organisé l'essentiel, qui nous a organisé, qui a fait à peu près toutes les démarches pour que ce panel ait lieu et je l'en remercie. Je profite de l'occasion. Elle est diplômée d'une maîtrise et d'un doctorat en santé communautaire à l'Université Laval oui, pardon, chercheuse au collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural. Ses travaux de recherche s'intéressent, entre autres, aux inégalités sociales de santé, à l'accès aux services et aux droits pour les personnes en situation de pauvreté, aux théories systémiques et à la pérennisation et à la mise en échelle des innovations en santé mondiale. Ces recherches ont été menées en Afrique, au Québec et en Ontario. Marietou croit à la force de la recherche comme un levier de changement social dans les communautés et les systèmes sociaux. Nous accueillons aussi Vincent Duclos, qui est professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Il est anthropologue de formation et il a mené des recherches en Inde, au Burkina Faso et au Sénégal. Ses travaux portent une attention particulière à la numérisation et la mise en données de la santé mondiale, incluant la construction des faits scientifiques. Il s'intéresse aux conséquences sociales et sanitaires pardon, du déploiement de technologies numériques dans différents contextes, incluant aux discriminations socio-économiques de genre et raciales. Vincent est actuellement chercheur principal sur deux projets, Apprivoiser l'inconnu, divination algorithmique et mise en scène des avenirs sanitaires et intelligence artificielle en santé mondiale, implications éthiques et sociales. Nous accueillons aussi avec nous Mohamed Ali Ag Ahmed, qui est un médecin malien, actuellement chercheur à l'Institut universitaire Sherpa à Montréal et professeur associé à la faculté de médecine de Bamako au Mali. Il a travaillé d'abord comme clinicien, comme médecin de campagne au Mali, puis pour le compte de différentes organisations internationales en Afrique. Ses intérêts de recherche portent notamment sur l'organisation des soins et services de santé de première ligne pour les populations vulnérables. Alors, bienvenue à vous trois. Ça fait très plaisir de vous accueillir dans notre panel qui porte dont le titre est, comme vous pouvez le constater, Ne laisser personne pour compte dans les innovations en santé mondiale, intégrer effectivement la pérennisation et la mise à l'échelle dans les pratiques d'organisation. Comme vous avez pu un peu le voir dans les invitations que vous avez reçues pour participer à ce panel, on a des objectifs. Ben, ensemble, on voudrait, donc vous allez, les membres du public, vous allez être invités à participer. On veut favoriser un cours apprentissage sur les défis de considérer effectivement la pérennisation et la mise à l'échelle en santé mondiale. On aimerait faire émerger aussi des débats sur les enjeux éthiques et moraux de ne pas pérenniser ou de ne pas mettre à l'échelle les interventions. Et évidemment, on veut susciter des réflexions sur des pratiques équitables et inclusives en santé mondiale. Comment ça va fonctionner? On est ensemble de maintenant jusqu'à 14 heures ou peut-être un peu avant. On va d'abord avoir une introduction par Marietou
sur les défis et les enjeux de la pérennisation et de la mise à l'échelle. À la suite de ça, nous aurons 2 rondes de questions pour nos panélistes, mais à chacune des rondes, vous aurez l'occasion, les personnes de l'audience, de prendre la parole. Je vous inviterai à ce moment-là, à votre guise, mais je vous inviterai fort probablement à ouvrir votre caméra et à parler, à prendre la parole. Vous n'êtes pas 300 dans la salle, alors c'est agréable, on se sent plus avec les gens quand les gens peuvent ouvrir leur caméra et poser les questions directement. Mais donc, l'idée, Marietou fait son introduction. Ensuite, j'interpelle nos panélistes sur différentes questions. Nos panélistes répondent, puis après, c'est à vous de répondre ou de poser des questions aussi. Et on répète pour le second tour, pour la seconde question. Et on va terminer par une période d'échange aussi, la rencontre. Donc, voilà, je vais quitter, moi, la présentation maintenant. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes de connexion, par exemple, on peut faire, j'espère que non, mais vous nous écrivez dans la conversation, je vais superviser la conversation. Mais maintenant, je vais laisser la parole et l'écran à Marito. Merci, Joanne. Je pense qu'il y a une répétition. C'est bon, ça marche. Mais je crois que pour l'instant, on ne voit pas ce que tu veux nous montrer. Ah oui, vous Ouais, ne mais voyez on voit que toi aussi, tu as l'habitude d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. pas. Je vais voir mon écran de... hum. Est-ce que vous le voyez? Oui, là maintenant, ça va. Parfait. Donc, merci beaucoup, Joanne, pour cette belle présentation. Moi, je vais faire une introduction sur les grands défis et enjeux. C'est juste pour mettre la table pour qu'on puisse discuter, puis répondre et laisser la place aux panélistes, puis au public présent de discuter ensemble, puis répondre à certaines questions. Donc, d'abord, parler de pérennisation et mise à l'échelle, c'est pas toujours facile parce qu'on se demande tout le temps de quoi parlons-nous, qu'est-ce que ça veut dire. Même dans la littérature scientifique, on voit que les concepts ne sont pas définis de la même façon. Même dans l'appellation des concepts, c'est toujours pas de la même façon. Par exemple, pour la mise à l'échelle, on peut voir d'autres mots, on peut parler d'institutionnalisation, on peut parler vraiment de diffusion, de dissémination, on peut voir vraiment plusieurs théories qui gravitent autour de cette mise à l'échelle, de la même façon que la pérennisation. Donc, quand j'ai fait une recension d'écrit durant ma thèse de doctorat, je me suis rendu compte que ces deux concepts, d'abord, qui sont mal définis et étudiés séparément, on les étudie souvent vraiment de façon très, très séparée. On va voir que plusieurs études vont parler de la pérennisation en sous-entendant, par exemple, qu'il y a une possibilité de mise à l'échelle. Et ça ne fait pas vraiment très longtemps. Ça fait environ 2 dizaines d'années qu'on voit qu'il y a beaucoup de littérature autour de ces concepts. Donc, c'est vraiment une littérature très jeune sur ces concepts. Puis, ce sont deux concepts aussi qui sont sous-théorisés. Il y a des théories qui émergent, il y a des propositions conceptuelles, mais ça reste très fragmentaire, puis très éclectique aussi, selon les domaines. Par exemple, si on prend la pérennisation, le domaine de l'agriculture ou de l'éducation sont quand même avancés sur certaines conceptualisation plus que le domaine de la santé. Donc, on voit que vraiment, ce sont des concepts qui sont nourris à travers d'autres disciplines, qui n'est pas seulement la santé publique, la santé mondiale. Les cadres sont souvent peu utilisés dans la pratique et difficiles à opérationnaliser. Donc, moi, dans mes réflexions, par exemple, c'est toujours de dire comment lier la théorie à la pratique. La pérennisation mise à l'échelle pour les praticiens en santé mondiale, c'est très, très important. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une connexion entre ce qui est en développement théorique et la pratique sur le terrain. Donc, les intervenants, par exemple, ont du mal à opérationnaliser ce qui existe comme proposition théorique sur le terrain. Comment prendre en compte les processus de pérennisation et de mise à l'échelle? Comment les évaluer? Comment faire en sorte que sur le terrain, que ça soit une réalité? C'est vraiment des défis. Puis souvent, comme on est dans des perspectives d'intervention et de programme, souvent c'est penser que les interventions, les innovations sont toujours des processus linéaires. Donc,
on les conçoit, on les met en place, la mise en œuvre est faite, puis après, on pense à les pérenniser et à les mettre à l'échelle. Donc, tout ça a été étudié dans une perspective très linéaire de 1 à Z, disons, où la mise à l'échelle devient la dernière étape. Donc, ça, c'est toute une littérature vraiment de première génération sur ces concepts où on voit que ce sont des étapes très séquencées, très linéaires. Une littérature très jeune, très émergente, veut qu'on les considère autrement. Mais de toute façon, on remarque qu'il y a un flou conceptuel qui ne permet pas aux bailleurs de fonds, ni aux chercheurs, ni aux praticiens d'avoir le même langage et de soutenir efficacement les interventions existantes et d'avoir aussi les mêmes lunettes pour regarder ces concepts. Donc, après avoir fait une recension d'écrit, il y a un article qu'on pourrait vous partager où j'ai fait une recension narrative pour essayer un peu de démêler tout ça et aussi de se dire c'est quoi la mise à l'échelle quand j'ai lu différentes disciplines. Aujourd'hui, ce qui ressort beaucoup, c'est de dire qu'il y a trois grandes dimensions quand on parle de la mise à l'échelle. Il y a une dimension qu'on appelle géographique, donc que j'appelle plus une dimension quantitative, mais en santé mondiale, vont plus considérer la dimension dite géographique. C'est la plus populaire où on se dit que quand on a une intervention, pour la mettre à l'échelle, il faut la couverture géographique, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les populations cibles puissent être atteintes par notre intervention, mais aussi d'augmenter les intrants. Donc, on va faire en sorte que si on veut une couverture géographique ou des populations ciblées, il faut faire en sorte aussi que les intrants, que ce soit financiers, ressources, soient là. Donc, on met plus l'accent quand on est dans un processus de mise à l'échelle sur la dimension d'augmenter cette couverture, les intrants qui viennent avec l'intervention. L'autre élément, elle est plus qualitative. On le retrouve plus en agriculture, plus où on dit étendre de façon équitable et pérenne les impacts de l'intervention. Ce n'est pas seulement la couverture géographique et populationnelle qui est importante, mais on veut que le pourquoi ton intervention est là, la finalité ou l'impact de l'intervention puisse être étendu, puisse profiter à toutes les personnes qui en ont besoin. Donc, on parle dans cette littérature de dissémination des connaissances, des processus et une vision complexe et non linéaire de la mise à l'échelle. Donc, ici, on se dit que si on veut être dans la qualité, il faudrait ne pas considérer la mise à l'échelle comme une finalité ou une fin dans le processus linéaire de l'intervention, mais c'est un processus très complexe et très rotatif avec tout le développement de l'intervention. L'autre dimension, je l'appelle la dimension politique, où plusieurs auteurs vont se positionner en disant, pour qu'il y ait une mise à l'échelle, il faut institutionnaliser l'intervention ou l'intégrer intégrer, mais quand c'est prouvé que c'est efficace dans les systèmes existants. Donc, on voit les trois. Dans ma conception à moi, les trois ne sont pas nécessairement des vases clos. On peut les utiliser en même temps dans une intervention donnée. L'autre élément, c'est la pérennisation. Donc, cette recension a permis également de se demander comment on considère la pérennisation dans tout ça. Et les deux positions qui ressortent, c'est il y a des auteurs qui considèrent la pérennisation comme un résultat. Donc, on se dit, le but à atteindre comme une finalité en soi, le but à atteindre dans notre intervention, c'est vraiment que ça soit pérenne par la routinisation de l'institutionnalisation. Je vais y venir. D'autres auteurs vont se dire, non, ce n'est pas nécessairement un résultat, c'est un processus. C'est un processus qui est complexe à considérer tout au long du développement de l'intervention. Comment penser à ma pérennisation dès que je conçois mon intervention? Oui, ça peut être un résultat, mais un résultat action. Donc, un résultat qui rentre vraiment dans un ensemble de processus de décision et d'action. Et ça se concrétise dans deux niveaux, routinisation, institutionnalisation. Il y avait qui était professeur à l'UQAM. Ah non, à l'UQAM ou à l'UDM, je crois. Ah non, McGill. McGill. À McGill, excusez-moi, qui avait proposé dans sa conceptualisation deux niveaux, la routinisation qui est le processus primaire. Comment on fait que ce qu'on propose comme intervention soit intégré dans les organisations communautaires ou dans les systèmes de santé de façon routinière, dans les mémoires, l'adaptation, les règles, les valeurs. Donc, comment que ça intègre naturellement, que les gens puissent s'imprégner, utiliser notre intervention. C'est la première étape selon lui, de la pérennisation. La deuxième étape, c'est l'institutionnalisation.
Comment on fait vraiment pour intégrer l'intervention dans les organisations ou systèmes juridiques, institutionnels et autres? Et ici, ce qui est bizarre, c'est quand on regarde dans les études empiriques, c'est que ces deux niveaux ne sont pas considérés comme primaires ou des niveaux supérieurs. On va voir, par exemple, dans des études faites en Afrique, qu'une décision politique soit prise comme un décret, de dire que tel programme a été institutionnalisé, ça devient vraiment un programme, mais sans pour autant que le programme ait passé tout le processus de routinisation dans les institutions ou autres. Par exemple, ça peut être les politiques de gratuité de certains services qui ont été implantés à grande échelle dans plusieurs pays d'Afrique où il y a beaucoup de politiques qui ne sont pas passées nécessairement dans un processus de routinisation. Qu'est-ce que ça fait comme impact? C'est très complexe, je ne vais pas y rentrer, mais juste pour vous mettre la table sur ça. Donc, c'est vraiment pour que l'intervention soit pérenne, si elle continue ses activités et maintient ses résultats après la fin de tout soutien externe, c'est la définition consensuelle qui est donnée partout. Donc, comment on fait, comme je dis, pour que l'intervention ne meure pas et que ça reste dans les communautés et les systèmes? Et en disant ces défis contextuels, je vais juste brasser la carte, les cartes, disons, sur vol du contexte actuel. Oui, il faut savoir que dans le domaine des interventions à santé mondiale, le constat général qui est fait, c'est beaucoup d'innovations n'existent plus dans les milieux après la fin du financement exogène. Et ça, ce n'est pas une réalité seulement dans les pays africains ou dans les pays en développement, c'est une réalité aussi dans les pays occidentaux. Beaucoup d'innovations ne résiste pas ou après la fin du financement qui a été mis en place. C'est très difficile. Des conséquences aussi inattendues. On voit que vraiment beaucoup d'interventions n'ont pas les effets positifs parce qu'il y a toute la question biaisée souvent des interventions ou des innovations où dès la conception, on pense que c'est quelque chose de bien pour tout le monde. Donc, ça fait que souvent, plusieurs études ont montré des conséquences inattendues. L'autre élément, c'est que les interventions mobilisent souvent beaucoup de ressources qui sont très difficiles à maintenir par les systèmes. Donc, on voit par exemple des interventions proposées dans des milieux très pauvres où la quantité de ressources ne peut pas être pérennisée par ces médias-là. Donc, très difficile, ce qui rend très difficile en ce moment de les mettre à l'échelle ou de les pérenniser. Les systèmes ou organisations qui reçoivent les interventions sont également dysfonctionnels. On peut aller, par exemple, dans des pays africains où je travaille, où on voit que le système de santé est très dysfonctionnel, où on apporte des interventions de plus et ça complexifie de plus en plus certains défis qui sont rencontrés par les systèmes et par les acteurs du système. Il y a beaucoup de défis structurels. Les personnes et les milieux pauvres sont souvent laissés en marge dans les interventions. Donc, on parlait même de presque 40% des personnes les plus pauvres qui ne bénéficient pas nécessairement des interventions puis des innovations en santé. Puis, l'aide internationale aussi est très complexe et ne prend pas souvent en compte les réalités contextuelles. Tous ces éléments, ça rend le domaine de la santé mondiale très complexe et même l'intégration de la pérennisation et de la mise à l'échelle difficile. C'est dans ces survols que je vais laisser les panélistes peut-être nous revenir avec certains éléments ou nous donner peut-être des exemples pour mieux prendre en compte la question de la pérennisation et de la mise à l'échelle ou débattre de certains enjeux. Donc, je vais te laisser la parole, Joanne, pour Oui, mes questions. merci. Merci beaucoup, Marito. Et merci beaucoup pour cette introduction qui était quand même un défi de synthétiser un nombre assez important d'enjeux. Et je vois Vincent qui hoche la tête aussi. Cette série d'enjeux en 10 minutes ou à peu près. Alors, si tu veux bien passer à la prochaine diapositive, je vais donc poser la question qui est là. Donc, je vais demander à nos panélistes, considérant l'introduction qu'on vient d'entendre, de nous parler des enjeux éthiques et moraux que vous avez rencontrés ou auxquels vous avez réfléchi dans vos propres projets, dans vos expériences de travail en santé mentale et qui concernent bien entendu le thème de la pérennisation et la mise à l'échelle. Donc, allez-y sur ce dont ce qui concerne vos propres expériences. Peut-être Vincent, si tu veux démarrer cette... Merci beaucoup, Joanne, merci beaucoup, Maritou, merci pour l'invitation.
C'est un sujet en effet très complexe et félicitations, Marito, pour avoir réussi à ramasser ces éléments-là en si peu de temps, nous montrer justement la complexité et les multiples couches et qui sont propres à ces enjeux-là. Je peux peut-être débuter de manière assez contextuelle, donc juste pour vous expliquer d'où m'est venu, moi, cet intérêt pour la question de la pérennisation et plus précisément pour la question des effets à long terme de projets qui sont conçus pour être à court terme. Des projets expérimentaux, si on peut dire. Moi, je travaille dans un champ un peu spécifique de la santé mondiale, qui est le champ de la santé mobile ou digital health, santé numérique, où est-ce qu'on utilise des technologies numériques pour essayer d'augmenter l'accès aux soins. Il y a plein de contextes différents. Il y a beaucoup de gros joueurs de la santé mondiale qui investissent énormément depuis une dizaine d'années et encore plus depuis COVID et avant depuis Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a beaucoup de gros joueurs, par exemple la Banque mondiale, la Fondation Gates, UNICEF, et qui vont UNESCO également, plus au niveau de l'éducation, mais vraiment en santé, il va y avoir des gros joueurs euh, qui sont très investis, des joueurs privés également, des acteurs corporatifs. Il y a des États, évidemment, de plus en plus de pays ont leur propre politique en M-Health, en santé mobile, donc l'utilisation des outils numériques et du téléphone en particulier pour la diffusion de l'information sanitaire et l'accès aux soins. Donc, moi, j'ai étudié un de ces projets-là avec deux collègues burkinabés au Burkina Faso, avec Hélène Sawadogo, qui est doctorante euh, et au Burkina Faso, et avec Amidou Senou, qui est maintenant professeur à l'Université de Dédougou au Burkina Faso, et qui était doctorant lui aussi à l'époque. Donc, on a suivi pendant plusieurs années un projet de mHealth qui était mis en place au Burkina Faso par le Centre de recherche en santé de Nouna, dans la région, dans la boucle de Mahoun, qui est près du Mali. Et le point étant, ce projet-là a eu un certain succès pendant sa durée de vie officielle, si on peut dire, qui était de 3 ans. Il y avait 3 ans de financement. C'est un projet qui était financé par le CRDI, donc ici au Canada, mais qui était conceptualisé et mis en place par des acteurs locaux. Donc, c'est pas un projet qui était parachuté non plus. Donc, c'est un projet même si le financement était canadien, la conception et les gens impliqués dans la recherche à tous les niveaux étaient des acteurs de la région. Donc, le projet fonctionnait quand même bien, demandait le travail de ce qui avait été appelé des marraines, qui étaient des femmes impliquées en santé maternelle et infantile, qui s'était fait donner des téléphones, des bicyclettes, des vélos, en fait, des vélos, des téléphones, euh, des panneaux solaires pour recharger les téléphones, donc un certain équipement pour faire leur travail, qui était un peu de jouer le rôle d'intermédiaire en santé dans les villages. Et de suivre physiquement les femmes pour les consultations prénatales, pour les accouchements, les suivre au CSPS, donc au centre de soins. Donc, il y avait un rôle d'accompagnement, de confiance, un rôle mais qui était très demandant. Qui était très demandant parce qu'il faut marcher des longs kilomètres. Donc, c'est un travail qui est physique, qui est difficile, mais qui était payé pendant le projet, pendant 3 ans. Et l'équipement était remplacé s'il brisait, ce qui était très fréquent. Les vélos étaient remplacés, les téléphones également, etc. Donc, je ne veux pas revenir trop longuement sur ce projet-là qui a été considéré par plusieurs comme une forme de succès, hein, incluant par le bailleur de fonds. Euh, Ce qui nous a intéressés, c'est de réaliser que plus d'un an et demi après que le projet soit officiellement terminé, les marraines qui avaient été embauchées à l'époque pour faire partie du projet continuaient de travailler, continuaient de faire le travail, mais maintenant elles étaient plus payées et réparaient les téléphones, si on peut dire, avec les moyens du bord, elles utilisaient leur propre argent pour les crédits et les unités. Pour les unités, et dans le fond, le projet avait comme eu une deuxième vie sans support institutionnel. Donc, on s'est posé la question, est-ce que c'est ça un projet périn? Est-ce que c'est ça un projet? Est-ce que ça veut dire que c'est un succès de pérennité qu'un projet ait réussi à survivre à sa fin, si on peut dire, survivre au moment où est-ce qu'il est supposé d'être clos et où est-ce qu'il n'est plus financé? Donc, on a fait une petite recherche qui a duré
6 à 9 mois là, pour retourner sur le terrain puis voir quels avaient été les impacts à long terme de ce projet-là. Um, et on a réalisé que les impacts étaient très, très, très mitigés. C'est-à-dire que d'une part, oui, il y avait une volonté de continuer à faire le travail, mais d'autre part, le projet avait créé une forme d'obligation. Hein, ces femmes-là qui étaient les marraines se sentaient, à certains points, obligées de continuer à faire le travail. Plusieurs n'avaient pas annoncé encore à personne que le projet était terminé, voulaient pas perdre la face et se sentaient obligés de continuer à faire le travail, même si donc, les villageois et villageoises croyaient qu'ils étaient encore payés. Donc, s'attendaient à ce qu'ils fassent le travail. Donc, il y avait beaucoup d'effets comme ça à long terme. Leur équipement était de plus en plus désuet. Donc, on s'est mis à réfléchir à ce que ça voulait dire ces après-vies des projets. Et il y a ma collègue Raymond McKay qui est à l'Université de Pennsylvanie qui a écrit beaucoup sur cette question-là, les après-vies de la santé mondiale. Et donc, on est parti de ce concept-là, puis on a essayé de voir quelles étaient les conséquences à long terme de des projets qui sont conçus pour être à court terme. Il faut quand même le spécifier, surtout dans des projets technologiques comme ceux-là, c'est des expériences. C'est une logique expérimentale. On fait des projets, on documente leurs effets, on les publie et on se dit ces publications-là vont participer de la construction d'un savoir. Mais le projet lui-même, il n'y a jamais eu d'ambition qu'il soit périn ou mis à l'échelle. Donc, c'est vraiment. Donc, pour répondre vraiment à la question, d'une part, il y a la question de cette expérimentalité-là. Hein. Et qu'est-ce qu'un projet? Est-ce qu'un projet, c'est quelque chose, est-ce que c'est une entité qui est temporellement clos? Est-ce qu'un projet, c'est quelque chose qu'on peut dire, il y a un début puis il y a une fin et c'est linéaire, comme tu disais, Marie-Tou? Est-ce qu'on peut dire, il y a un début, il y a une fin et après, c'est fini, on s'en va et le projet est fait. Donc, pour le bailleur de fonds et peut-être même pour les gens qui mettent en place qui implémentait un projet, c'est possible de dire c'est terminé. Mais en réalité, le projet n'est pas terminé. Comme les marraines qu'on a interviewées au retour sur le terrain nous disaient, le projet est terminé, mais pas l'activité. Les activités continuent. Donc, pour elles, il y avait pas il y avait une distinction importante entre le travail qu'elle faisait maintenant et qui lui était pas terminé du tout, même s'il n'était plus payé, et le projet officiel qui avait été mis en place. Alors que pour le bailleur ou pour les gens qui ont fait le projet, il est terminé ce projet-là. Donc, cette vision-là du projet est seulement possible, à mon avis, en raison d'une certaine conception d'expérimentalité, dans laquelle on peut concevoir les projets comme étant des interventions situées dans le temps, situées et par rapport à laquelle c'est possible de bouger. C'est possible de passer au suivant, de passer à autre chose. Et c'est omniprésent. Le champ de la santé mondiale, surtout dans des domaines très technologiques comme celui que j'étudie, fonctionne comme ça. C'est pas une exception. En fait, une des cas les moins pires, si on peut dire, que celui-là. Là. Et parce qu'il y avait des acteurs locaux au moins qui étaient impliqués, etc. Donc, il y a toute la question, dans cette vision de l'expérimentalité-là, qui est centrale, c'est le pain et le beurre, si on peut dire, de la santé mondiale, il y a toute la question de qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein. Quel travail n'est pas visible. Et ça, je pense qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'enquêtes sur ces après-vies-là, puis sur les legs, sur les débris, si on peut dire, des projets. Qu'est-ce qu'ils laissent comme trace? Est-ce qu'ils ont contribué à créer des nouveaux rôles? Est-ce qu'ils ont contribué à en diminuer des rôles? Et est-ce qu'ils ont fragmenté un système de santé qui est déjà très, très, très fragmenté? Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour finir ma réponse, là, la deuxième chose, c'est que cette conception du projet-là comme étant un objet expérimental, à mon avis, est complètement liée aux structures de financement. Donc ça, on ne peut pas blâmer un bailleur en particulier ou un projet en particulier. Les structures de financement fonctionnent de cette manière-là. Donc, c'est une vision un peu. Il y a toute une économie de la promesse, là, pour reprendre un terme un peu STS. Là. Il y a toute une économie de la promesse qui accompagne les projets. Il y a toute une vision où est-ce qu'on nourrit une forme de spéculation sur qu'est-ce que pourrait devenir un système de santé, qu'est-ce que pourrait devenir, mais sans avoir à faire autre chose que de semer cette promesse-là. C'est vraiment une vision que j'oserais dire qui est à la Silicon Valley. Là.
dans lequel on montre, OK, il y a une valeur potentielle dans ce type de technologie-là, il y a une valeur potentielle dans ce type d'intervention-là, et cette démonstration-là est considérée comme étant suffisante. Cette démonstration-là de la valeur d'une intervention est considérée comme étant en soi suffisante pour produire de la valeur. Et ça, c'est très, très, très problématique, à mon sens, d'intégrer cette vision-là euh, du financement en santé mondiale, mais ce n'est pas nouveau du tout, là, encore une fois. Donc, cette structure de financement-là, ultimement, pose la question de qu'est-ce qui est valorisé comme savoir, qu'est-ce qui est valorisé comme type d'intervention et qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, et c'est ça. Il y a des choses qui sont plus visibles, qui sont plus valorisées et qui sont pour lesquels le financement est possible. Hein, et peu importe la capacité peu importe la durabilité potentielle, peu importe la capacité de montrer que le projet va survivre par lui-même d'une manière viable, parce que dans le cas que j'ai étudié, il a survécu, mais je ne pense pas que ce soit viable. Et je ne pense pas que ce soit souhaitable non plus, ce type de legs-là. Euh, OK, donc c'est ça ma réponse en deux volets. Là, au niveau éthique, là, c'est vraiment la question de l'expérimentalité et de la conception du projet d'une part, et d'autre part, les structures de financement. Comment est-ce qu'on pourrait penser la santé mondiale de manière à ce qu'on ne finance pas seulement la dernière promesse et qu'on ne finance pas seulement ce type de hype-là autour des projets? Euh, c'est- Ce sont d'excellentes questions, Vincent, qu'on pourrait certainement approfondir. En tout cas, je trouve que c'est ce que tu racontes rejoint beaucoup des réalités qu'on rencontre actuellement, notamment au Bénin. Euh, Mohamed, Marietou, voulez-vous ajouter un petit quelque chose à l'intervention de Vincent ou sur la question, en fait, qui vous a été... Oui, j'ai entendu. Merci beaucoup. Merci pour, aussi pour l'invitation. Merci pour Vincent et Marietou pour leur présentation. Je pense que l'exemple choisi par Vincent est vraiment très, très illustrant de la réalité de ce qui se passe par rapport aux interventions dans le milieu, en sachant que probablement MHealth, je me dis, c'est probablement l'une des interventions les plus faciles avec théoriquement, en tout cas, avec toute la pénétration de la téléphonie mobile dans les milliers, où tout le monde maintenant a un téléphone. Et parfois, quand je regarde les crédits, il devient, mettre les crédits dans les téléphones devient plus une priorité que même, euh, même, euh, même certains besoins vitaux, parce que le téléphone est vraiment central dans la vie des gens. Je pense que c'est un très bon exemple et le projet a vraiment des bases je pense, assez solides pour éventuellement penser sa pérennité. Mais les autres choses dont je voulais parler aussi, euh, c'est toutes les attentes que ces projets créent au niveau des populations en parlant justement des problèmes éthiques, des problèmes, toutes les attentes qui ça crée parce que souvent, bon, c'est des projets qui viennent avec de l'argent, qui bénéficient aux populations et ça crée beaucoup d'attentes et quand les projets s'en vont, c'est comme un peu les gens sont un peu comme un peu déçus quelque part de ce que ça donne finalement, parce que c'est comme souvent tout part en lambeaux et puis on reprend à nouveau. L'autre réflexion, c'est aussi euh, leur potentiel à déstructurer un peu le système de santé, parce que quand on regarde, par exemple, j'ai connu une expérience au Mali de la gratuité qui est arrivée avec beaucoup par exemple, des médicaments qui sont arrivés. Donc, au Mali, c'était le recouvrement de coûts donc, qui assure une part importante du financement de la santé. Donc, il y a des personnels de santé qui est payé à partir du recouvrement de coûts. Et donc, quand on arrive avec la gratuité, c'est une grande partie du financement de la santé qui va
C'est vrai que ça participe à faciliter l'accès aux médicaments pour les populations, surtout les plus vulnérables. Mais de l'autre côté, c'est toute une politique qui a été mise en place depuis des décennies qui est en train de partir un peu en lambeaux à cause de la gratuité. Donc, voilà, donc c'est deux petites réflexions que je voulais partager pour compléter Vincent. Merci. Merci, merci beaucoup, Mohamed. Marie-Tou, veux-tu ajouter quelque chose? Sinon, on peut prendre des interventions du public. Il prend des interventions, merci. D'accord. On a d'abord dans la conversation, on a une intervention de Constance Honda, euh, une personne burkinabé, je te dévoile rien si je dis ça, hein, Constant, qui d'abord remercie Marito pour sa présentation, qui a même entendu parler du projet dont Vincent parle et qui s'interroge à jusqu'à quel point les projets actuels prennent en compte la résilience de la population. Alors, c'est pas une petite question. Je suis très contente que c'est à vous qu'elle soit posée et pas à moi. Alors, s'il y en a qui ont des éléments de réponse pour Constant là-dessus. Constant, si tu veux, peux ouvrir ta caméra, tu es le bienvenu. Bon, c'est sûr que moi, je vais répondre par rapport à la question pérennisation mise à l'échelle. C'était comme une de mes conclusions à la fin, je crois même, Joanne, de parler vraiment quand on parle d'intervention en ce moment, on parle vraiment de stabilisation. On est, comme m'a dit Vincent puis Mohamed, on est dans des logiques très économiques, très de financiarisation de la santé puis des interventions où c'est vraiment des logiques de stabilité. Comment on fait que l'intervention soit stable selon les coûts, les ressources? Donc, on met tous les moyens quand l'intervention est là pour vraiment parler de stabilité. Mais la question de la résilience, on en parle parce qu'on est dans des zones très fragiles, que ce soit au niveau du système, que ce soit au niveau des communautés. Donc, on a une fragilité des systèmes où la question de la résilience devient très importante. Pas seulement la résilience même des populations. Même moi, je crois qu'il faut étudier la résilience des interventions parce que les interventions, c'est aussi un ensemble, pas seulement technique, c'est aussi un ensemble de combinaisons sociales, d'interactions et autres, où il faudrait parler, oui, de la résilience des communautés face à l'intervention. Il y a des communautés très résilientes face aux interventions, comme disait Vincent, qui reprennent l'intervention, qui essaient de l'intégrer dans leur propre façon de fonctionner, sans pour autant recevoir. Moi, j'en ai vu autant de communautés résilientes où je suis allée qui ont pris beaucoup de combinaisons d'interventions qui sont passées dans le milieu, puis qui en ont fait des interventions de leur communauté financées par les mairies. Donc, c'est très important, mais les interventions en ce moment n'ont pas ces aspects-là. Les interventions mettent l'accent sur comment maintenir les ressources, comment faire en sorte qu'on ait plus d'intrants, donc on est vraiment dans la stabilisation et non dans la résilience, vraiment. Pour Merci. Merci. compléter, Oui, Mohamed. pour compléter peut-être Marietou, ce qu'on observe sur le terrain aussi, c'est que les interventions souvent ne prennent pas suffisamment le temps qu'il faut pour arriver à des niveaux, par exemple, de transformation euh, qui sont vraiment à un stade avancé dans les différentes étapes de la résilience. Souvent, on est vraiment dans des étapes d'absorption des interventions, même pas d'adaptation. Souvent, on arrive à l'adaptation des, des, des interventions qui s'adaptent un peu pour commencer un peu à prendre en compte vraiment les réalités des populations. Mais au stade où elle transforme vraiment ces réalités-là, c'est beaucoup plus rare dans le contexte d'aboutir de voir ces stades-là. Mhm. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. J'ai deux questions enfin, deux mains levées. Est-ce que je peux, Joanne, juste Oui, dire un dernier mot sur cette question de la résilience-là qui avait été posée? oui, vas-y. Je vais juste spécifier parce que ça a été posé dans le chat en référence au projet Hanouna. Donc, je vais juste spécifier que la résilience dans le projet que nous, on a étudié, elle est jusqu'à un certain point très belle. Et donc, il y a quelque chose là-dedans qui est touchant même.
De voir les gens se réapproprier un projet, prendre les fragments, prendre ce qui reste d'un projet, puis donner une suite à ça. C'est très beau, mais on a développé quand même une ambivalence parce qu'on ne voulait pas non plus avoir une vision trop optimiste ou romantique d'un projet qui a été essentiellement abandonné. Donc, il y a comme une... C'est-à-dire qu'on aime les... Il y a une résilience qui est belle, mais il faut donner les moyens. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de moyens, donc des gens, dans le fond, tu sais, l'expression néolibérale doing more with less, là, faire plus avec moins. Elle me trotte dans l'esprit quand on pense à ce type de projet-là. On ne peut pas s'attendre que les gens vont, ah, ils vont se débrouiller. Ah, ils vont être résilients. Il y a une responsabilité quand on fait un projet de ne pas se fier que sur le fait que les gens vont dans le fond, venir sauver votre projet qui n'était pas durable. Euh, c'est ce que j'en pense. Merci. Et merci beaucoup. Alors, Odilon, vous avez la main levée depuis un certain temps, mais au moins c'est Zoom qui fait le travail. C'est pas trop difficile. Alors, on vous écoute. Donc, bonjour, moi c'est Odilon Hassan. Donc, je suis professeur de recherche à l'unité de soutien au système de santé apprenant Québec et aussi à la chaire de recherche du Canada en décision partagée et mobilisation des connaissances. Donc, dans mon travail, mes champs d'intérêt sont entre autres la mise à l'échelle et la pérennisation. Donc, en fait, je me sens je me retrouve très bien dans tout ce qui est présenté ici. Et je voulais quand même poser une question, c'est à propos de l'intervention qui a été pilotée. Est-ce que au départ, on avait évalué, par exemple, sa capacité à résister dans le temps, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle ici la résilience, mais son potentiel de mise à l'échelle. Ben, c'est difficile à dire pour répondre à la question précisément, là. D'un- d'un- d'une pers- Dans un sens, ces projets-là sont généralement conçus et on va souvent utiliser le langage de dire après, il pourra avoir une mise en l'échelle. C'est presque nécessaire maintenant qu'on fait un appel d'offres, on répond à un appel d'offres de dire oui, le projet pourra être mis à l'échelle. Mais concrètement, le financement n'était pas prévu pour ça. Donc, le défi de la mise à l'échelle d'un projet comme celui-là, mais c'est pas impossible, là. Mais le défi, c'est que le projet a été un succès à un certain point pendant les 3 ans, mais pour être un succès, il dépendait de beaucoup d'improvisation. Et là, après, quand on réfléchissait à comment on mettrait ça à l'échelle, c'est difficile de trouver le langage qui fait en sorte qu'on peut convaincre un bailleur ou un État qu'on est capable d'avoir une certaine durabilité à travers cette improvisation-là, parce que le projet a été complètement réinventé pendant 3 ans. Je ne l'ai pas mentionné ça aujourd'hui, là, pour ne pas complexifier ma présentation, mais donc c'était quand même un défi de voir comment il n'était pas du tout linéaire, justement. Donc, comment est-ce qu'on peut pérenniser ou mettre. En tout cas, moi, je me suis concentré plus sur la pérennisation que sur la mise à l'échelle, mais oui, initialement, été mentionné. Mais c'est toujours mentionné presque dans les projets. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a réellement des structures en place pour que ça puisse se faire. Souvent, c'est les fonds qui finissent par manquer, c'est pas la bonne volonté. Je ne veux Merci. pas, merci, merci beaucoup, Vincent, merci, Odilon. Je veux juste vous signaler qu'on a dépassé le temps de cette question actuellement, mais je ne veux pas non plus empêcher les gens de parler. Ce que je vous propose de faire, c'est simplement de vous nommer l'autre aspect qu'on avait souhaité aborder dans le panel. Je vais le nommer et ensuite je vais prendre les questions qu'on a et inviter les panélistes en y répondant à potentiellement intégrer cet autre aspect. Et l'autre aspect, finalement, on voulait, ah ben tu vas l'afficher, Marie-tout, bon ben tu peux mettre, si tu veux, la question. C'était dans une perspective d'équité et d'inclusion et de justice sociale. Quelles sont vos expériences par rapport à des meilleures pratiques et des leviers d'action pour mieux intégrer la pérennisation et la mise à l'échelle comme dans la pratique? Je pense que certaines de vos réponses ont déjà amené euh, cet élément. Donc, euh, je souligne et je réitère, là, j'ai deux mains levées, une question dans le chat. Je vais passer à ça.
mais peut-être prendre en considération dans vos réponses la dimension d'équité et de justice sociale. Mais à mon avis, c'était déjà là, mais je voulais juste... C'est ce qu'on appelle adapter le projet en cours de route. Là, j'adapte la présentation en cours de route. J'ai Aladji Madior Diop qui a la main levée depuis un certain temps. Ben, encore une fois, au moins c'est Zoom qui travaille pendant ce temps-là. Je vous invite à ouvrir votre où est-il? Je suis là, vous me voyez, je pense. Il Ah, arrive. pas encore. On ne vous voit pas encore. Ah, voilà. Maintenant, on vous voit. Merci beaucoup. Et surtout, merci pour l'invitation. Et puis, vraiment, merci pour la qualité des différentes interventions. Moi, je suis Alani Madior Diop, je suis enseignant-chercheur à l'Université Alioune Diop du Sénégal, plus précisément au département ou à la faculté ou à l'UFR Santé et Développement Durable et au département de développement durable. Je suis sociologue de formation, mais je m'intéresse beaucoup à la santé des mères et des enfants et de manière générale au développement durable. Euh, j'ai une question qui porte sur la mise à l'échelle. Mais lorsque j'entends les différentes interventions, euh, je me projette sur les politiques de développement qui ont été mises en œuvre dans les pays du Sud, où il y avait énormément beaucoup de problèmes et toutes les politiques mises en œuvre ont échoué parce que il y a une dimension qu'on occultait, la dimension endogène, le vécu, les réalités des pays pour qui ces projets ont été élaborés. Parce que on avait comme l'impression que c'est d'autres gens qui pensaient pour eux et on venait les appliquer et ça pose problème. Tantôt, Vincent a parlé du projet des nouvelles technologies introduites euh, au Burkina, si je ne m'abuse, où c'est des acteurs locaux qui ont eu à intervenir. Même si c'est des acteurs locaux qui ont eu à intervenir en amont, mais le hic, c'est que le financement est extérieur. Et généralement, quand le financement vient, le bailleur dit, voilà mes critères. Vous devez prendre en considération ces critères-là. Et généralement, c'est des critères qui peuvent ne pas être en phase avec les réalités locales de, des bénéficiaires. Moi, ma question porte beaucoup plus sur la place. Que pensez-vous de la place que doit occuper l'évaluation dynamique dans la mise à l'échelle? Est-ce que une personne de nos panélistes souhaite répondre à cette question? Johan, je propose de prendre la deuxième question parce que je pense que dans la deuxième partie, on reviendra sur ces aspects-là. Et puis OK. après, parce que je vois le temps qui passe là, Oui, oui. Ben, peut-être ça de va. prendre. On Oui, a jusqu'à 14 heures. Hein. Il faut pas. Mais oui, bien sûr, on peut, Mohamed, peut-être aborder la deuxième question, surtout si vous revenez sur le oui, questionnement qui vient d'être posé, là. oui. On va certainement revenir là-dessus. Alors, Alors, s'il vous plaît. Oui. alors moi, je pense qu'il y a deux questions qui ont été posées par M. Osamba et M. Diop sur l'alignement aux politiques euh, et puis la problématique de prendre, de faire les choses de façon endogène et puis l'évaluation dynamique. Moi, je vais vous partager quelques expériences aussi du terrain à travers à travers deux pays où j'ai exercé, le Mali et la Mauritanie. Donc, des réflexions sur la pérennisation et la mise à l'échelle des innovations au sein des systèmes de santé. D'abord, au Mali,
j'ai été impliqué dans différents projets. Je vais vous parler de deux en particulier. Le premier, il a permis l'implantation de quelques innovations, comme par exemple les médecins de campagne en milieu nomade, donc qui réalisaient des stratégies fixes et mobiles pour pouvoir faciliter un peu l'accès aux soins de qualité pour ces populations nomades-là. Ce sont des populations, les nomades, qui ont du mal à accéder aux services en raison de leur mobilité, qui est liée à leur activité d'élevage extensif. Là, dans la région de Kidal, nous sommes passés d'une expérience pilote avec un médecin de campagne et à une certaine échelle quand même si c'est au niveau national, c'est pas au niveau national, mais au niveau de la région de Kidal, avec l'appui financier de la coopération luxembourgeoise. Le deuxième projet était financé par Affaires mondiales Canada. J'ai travaillé un peu avec aussi Marietou sur ce projet-là pour documenter les expériences d'implantation des caisses villageoises de santé et les comités de femmes utilisatrices des services de santé dans la région de Caille. Ça, c'est les deux projets très rapidement au Mali. En Mauritanie, j'étais en appui scientifique pour un projet qui est financé par l'Union européenne et donc exécuté par la coopération technique belge, qui vise le renforcement du système de santé. Et le projet, il a démarré depuis 2017 et est encore en cours à sa deuxième phase maintenant. À travers ces projets, nous avons fait émerger différentes innovations au sein du système de santé qu'on a testées dans une approche de recherche-action. Et parmi ces innovations, euh, il y a la mise en place d'une assurance maladie pour le secteur informel. Donc, dans ces pays-là, en général, on a quasiment plus de 110% de la population qui n'a pas une couverture par un mécanisme assurantiel. Et donc, il avait été proposé de mettre en place une assurance maladie pour le secteur informel depuis 2017, mais qui vient juste de démarrer. Donc, depuis 2017, on est dans la phase de démarrage de cette initiative. Donc, ça a nécessité l'intervention et la mobilisation de beaucoup d'expertise. Et là encore, on était parti d'une idée d'un projet pilote qui était très, très localisé au sein des 5 districts sanitaires des 2 régions, avec une approche programme. Et à ce jour, nous avons une agence nationale, professionnelle, euh, qui est ancrée au sein du ministère de la Santé et qui est financée en grande partie par le ministère de la Santé, ce qui me semble être vraiment une expérience intéressante de mise à l'échelle. Parce que euh, aujourd'hui, l'agence est en train de progressivement de couvrir toutes les régions de la Mauritanie. Donc, première remarque, comme elle a été faite par tout le monde, je pense, et par Diop aussi dans son intervention, c'est que c'est quand même des innovations qui sont toutes portées par des bailleurs de fonds extérieurs. Donc, ça, pour moi, ça, c'est la plupart des innovations qui sont mises en place dans nos pays euh, sont portées par des bailleurs de fonds extérieurs. Donc, et ça, pour moi, c'est vraiment problématique et c'est à prendre en compte dans toute pérennisation ou mise à l'échelle d'une intervention. Euh, je vais vous partager peut-être 3 ou 4 bonnes pratiques à partir de ces interventions. La première, c'est que pour moi, une bonne pratique serait que, pour moi, depuis la formulation de l'innovation, euh, il faut prendre le temps pour impliquer les acteurs. Donc, il faut prendre le temps pour impliquer les acteurs qui doivent s'approprier l'innovation en assurer la mise à l'échelle. Donc, et ce n'est pas toujours le cas. Les innovations sont souvent imaginées, formulées par des experts qui ont certes des grandes connaissances, des grandes expertises dans le domaine. Elles sont souvent exécutées par d'autres experts qui sont aussi très bons. Mais en face, on a un système de santé qui souvent est très, 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 très faible et les parties prenantes au sein du système de santé qui doivent s'approprier ces innovations et au sein desquelles doit se faire la mise à l'échelle sont souvent impliquées au moment de la mise en œuvre. Elles ne sont pas impliquées dans la phase de formulation.
ce qui est souvent problématique. Donc, nous l'avons vu en Mauritanie, mais aussi au Mali, la formulation des projets est faite par ces experts-là. Et dans ces contextes-là, c'est-à-dire la- la- les contextes réagissent autrement. C'est-à-dire que tout ce que ces experts-là ont prévu souvent, ça ne correspond pas finalement à ce que le projet est devenu. Parce que le contexte quand les projets arrivaient et s'est confronté au contexte, aux réalités du terrain, comme l'a dit Vincent, euh, il y a eu comme une transformation du projet. Ce n'est plus le projet comme il a été prévu au départ qui a été implémenté. Et pour moi, ça, c'est un signe, c'est un facteur qui est favorable à la pérennisation et à la mise à l'échelle des interventions. Quand on voit un projet qui arrive, qui est implanté comme il est prévu et qui arrive à la fin, il y a il y a très peu de chances que que ce projet puisse se pérenniser ni se mettre à l'échelle. Donc, le fait de se confronter au contexte et de prendre le temps d'intégrer le contexte, pour moi, ça, c'est vraiment une bonne pratique. Alors, il ne faut pas se décourager parce que la formulation n'a pas été prise en compte. Lorsque les équipes du projet en sont conscientes, lorsqu'elles sont flexibles, elles peuvent toujours rattraper. Donc, on l'a vu en Mauritanie, c'était une approche programme, c'était un petit projet au sein de Demokata, mais comme l'équipe était bien préparée à cela, ça a permis quand même de faire tous les changements pour pouvoir adapter cela et obtenir la mise à l'échelle au niveau national, au niveau pour l'assurance maladie. Euh, euh, mais ce n'est plus la même forme, ce n'est plus le même projet depuis le départ. Une deuxième bonne pratique serait probablement, lorsqu'on prévoit de mettre en place une innovation, il faut prévoir les moyens et les temps qui vont avec. Donc, ça a été dit, c'est une répétition, mais quand même, je voulais les souligner. La mise à l'échelle doit être prévue avec ces moyens dans les projets. Donc, c'est ce que disait Vincent tout de suite, qu'il n'y avait pas de moyens pour la mise à l'échelle. Ben, s'il n'y a pas de moyens pour la mise à l'échelle, il sera très, très difficile. Soit il faut les créer au cours du projet, en essayant de démarcher soit d'autres bailleurs pour assurer la continuité du projet, assurer ou voir avec l'État s'il peut y mettre des moyens pour pouvoir assurer la suite. Et ça, c'est malheureusement pas toujours le cas. Et c'est source de beaucoup d'inefficience, beaucoup d'inéquité, parce que finalement, beaucoup de gaspillage, euh, entre guillemets, d'argent et d'énergie pour pouvoir mettre en place des choses qui finalement, c'est pour moi un luxe dans des pays à ressources très, très limitées, euh, de pouvoir faire ces choses-là et puis de les arrêter. Donc, il y a aussi un turnover du personnel qui fait que c'est très, très difficile. Euh, c'est très, très difficile d'avoir l'historique même du projet au départ et à la fin. Donc, ça, pour moi, c'est un problème. Une troisième bonne pratique, peut-être, c'est qui a, de mon point de vue, pour ce projet-là, qui a donné de bons résultats, c'est de se trouver des alliés à l'intérieur du système de santé. Donc, il faut identifier des personnes qui croient vraiment à l'innovation au sein, par exemple, du ministère de la Santé, et il faut le faire à un niveau décisionnel. C'est-à-dire qu'il y a le niveau opérationnel, c'est important d'engager les gens au niveau opérationnel, mais si on veut une mise à l'échelle, une pérennisation, il faut avoir des alliés au niveau décisionnel pour pouvoir avoir plus de chances, se donner plus de chances pour assurer l'appropriation et la mise à l'échelle de l'innovation. Enfin, une dernière bonne pratique à mon avis, et qui répond un peu à la question de M. Diop, c'est il faut absolument, de mon point de vue, prévoir un volet évaluation, recherche, capitalisation, comme on veut, pour documenter l'implantation de l'innovation et en tirer des leçons. Parce que, il ne faut pas attendre la fin du projet pour le faire. Il faut l'intégrer à travers peut-être un accompagnement scientifique du projet pour le documenter au fur et à mesure. On a vu des innovations qui, après des années,
on s'y retrouve sans aucune donnée probante pour soutenir la mise à l'échelle parce qu'on a besoin des arguments, on a besoin des données probantes pour pouvoir les faire, pour pouvoir convaincre les ministères, pour pouvoir convaincre d'autres organisations. Et, euh, et finalement, faute d'avoir ces données, on se retrouve à abandonner des belles innovations par manque d'arguments, tout simplement pour soutenir leur pérennisation et leur mise à l'échelle. Et pour finir, des bonnes innovations dans nos pays, elles sont nombreuses au sein de nos systèmes de santé, mais peu d'entre elles arrivent à une mise à l'échelle et pour des raisons diverses. Elles sont tout simplement abandonnées, ce qui est une grande perte de ressources qui sont déjà très, très limitées et pose des questions sur des questions d'équité et d'injustice par rapport à, à leur identification et implantation. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. J'ai des personnes qui attendent pour poser des questions. Donc, Marius Kedoté. Euh, oui, tu, Marius, tu viens t'enlever ta main, je t'ai perdu. OK. Voilà. Alors, ben, on travaille ensemble depuis quelques années, on va dire. À toi la parole, Marius. Oui, merci Joanne pour l'invitation. Oui, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 15 ans qu'on parle de pérennisation de nos interventions et surtout de nos résultats. Et donc, c'est avec plaisir que je participe, que je vous suis, je dirais. Et je voudrais avant tout remercier Dr. Yang pour son approche théorique, aussi bien de la pérennisation que de la mise à échelle. J'aurai une question de clarification un peu plus tard, mais comme nous sommes pressés par le temps, je vais aller droit à un commentaire. Et un aspect qui n'a pas été abordé ou suffisamment, c'est la dimension de l'agenda politique, aussi bien dans la mise à échelle que dans la pérennisation. À partir du moment où je parle d'innovation, c'est que, et je parle de sa mise à échelle, c'est qu'il y a une volonté politique liée à nos contextes. Vous prenez n'importe quel pays que vous avez cité, le Burkina, que nous connaissons bien, euh, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, il y a une certaine instabilité politique, même si c'est le même gouvernement, nous avons des roulements de ministres avec des visions qui ne sont pas les mêmes. Et donc, si je veux faire, mettre à l'échelle une intervention avec la dimension politique, je serai toujours soumis aux aléas politiques. Je voudrais souligner ça. Donc, la base politique est un enjeu important à discuter, même dans les dimensions d'équité sociale, puisque l'idéologie partagée par les différents gouvernements vont influencer la place accordée à l'innovation. Le deuxième point que j'aimerais aborder au-delà de l'alignement avec les objectifs politiques, c'est la dimension, une clarification conceptuelle qui a été abordée par la Dr. Young sur la dimension politique de la mise à échelle qui ressemble à la dimension de la routinisation et de l'institutionnalisation dans la pérennisation, c'est-à-dire dans sa clarification de la pérennisation. Pour ma part, je pense, quand je parle de routinisation dans les institutions et de l'institutionnalisation de l'innovation, je n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Donc, si vous pourrez revenir un peu sur ça. Mais j'aimerais, avant de céder la parole, dire en ce qui nous concerne, je pense qu'il faut clarifier aussi
si l'innovation en question, la pérennisation ou sa mise à l'échelle euh, constitue des résultats de recherche, auquel cas, penser aux différentes responsabilités des parties prenantes. Si c'est une intervention de développement, euh, les programmes de développement récents et passés ont également euh, montré, quelqu'un a abordé les questions d'adaptation. Mais si je parle d'innovation, c'est que je suppose que le changement est éprouvé dans nos contextes. Et dans ce cas, il est important de clarifier qu'est-ce qu'on veut pérenniser et qu'est-ce qu'on veut mettre à échelle. Si je veux pérenniser une innovation à l'issue d'une recherche, ben, il y a la responsabilité des chercheurs, des parties prenantes liées au programme ou au projet. Mais si je parle d'une intervention dans un projet de développement avec en partie les autorités gouvernementales, l'enjeu n'est pas le même qu'une innovation qui est prouvée à travers une recherche. Voilà un peu quelques aspects que je voulais aborder. Merci. Merci beaucoup, Marius. Ça fait une série de questions. Il y en a une qui t'interpelle directement, Maritou, à laquelle tu pourrais vouloir répondre. Oui, est-ce que tu peux répondre à cette question-là Oui, il y a plusieurs éléments. C'est assez sûr que rapidement, de manière synthétique, parce que je ne voudrais pas oui, oui, oui. rater les conversations, les questions qui sont dans la conversation. Non, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments conceptuels. Je pense que j'ai un peu annoncé qu'il y a vraiment une distance, une vraie distance entre ce qui se fait en recherche puis ce qui se fait sur le terrain, les réalités terrain, en ce moment sur ces concepts-là. Par exemple, si on prend routinisation, institutionnalisation, c'est vraiment deux éléments différents dans la littérature scientifique. Quand les gens qui étudient la routinisation, c'est vraiment comme j'arrive dans une communauté, j'essaye vraiment d'intégrer certaines choses, comme l'utilisation de la téléphonie mobile qui est très imprégnée dans les valeurs, façon de faire des gens. Donc, il y a comme des choses qui sont déjà routinières chez ces personnes, qu'une autre intervention qui va utiliser d'autres choses que ce n'est pas routinier. Par exemple, sur les inégalités de genre, c'est très, très complexe dans des communautés d'arriver pour changer certaines normes, par exemple. Donc, ce qui amène que dans la conceptualisation, pourquoi c'est très particulier dans les pays du Sud, j'ai aimé le commentaire sur les acteurs politiques, parce que c'est quelque chose qui ressortait dans ma thèse, par exemple, d'aller, souvent, les interventions qu'on a, on s'allie avec les mairies, les élus locaux et autres. Mais ce que moi, j'ai fait des entrevues dans les mairies, les élus locaux, mais ce qu'on trouve, c'est que souvent, les personnes qui remplacent l'autre maire ne connaissent même pas ce projet. On dit que j'ai vraiment aimé quelqu'un qui m'avait dit, tout est dans la tête de l'ancien maire, tout est dans la tête de l'ancien maire. Toutes les questions que je posais, tout est dans la tête de l'ancien maire. Donc, il n'y avait même pas une mémorisation dans les archives de la mairie. Donc, on voit, oui, il y a des enjeux très, très, très complexes politiques. Il y a des enjeux même au niveau plus grand. Tout à l'heure, j'avais dit que l'institutionnalisation, normalement, dans la recherche devient comme l'étape supérieure, l'étape qu'on fait après. C'est-à-dire qu'on a testé l'intervention, on l'a mis en confrontation dans les milieux, dans différents milieux, parce que en ce moment, il y a tout le mot d'ordre de dire il faut tout mettre à l'échelle, mais non, c'est encore dire que toutes les innovations sont bonnes. Toutes les innovations ne sont pas bonnes. Toutes les innovations ne produisent pas des conséquences positives pour les populations. Donc, si on dit mise à l'échelle partout pour tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faudrait confronter les interventions, savoir quoi pérenniser. Je suis d'accord qu'on est toujours dans une science de mise en œuvre. On n'est pas encore dans une science de mise à l'échelle et pérennisation. La science de mise en œuvre veut juste qu'on arrive avec l'intervention conçue. Qu'est-ce qu'on a besoin? Tap, 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 on les met en place, puis c'est terminé. Ça, c'est une science de mise en œuvre. Ce n'est pas une science qui intègre c'est quoi qu'on pérennise, parce qu'il faudrait savoir, finalement, quand on les a confrontés, cette intervention dans ces milieux, il y a des choses qui ne marchent plus.
Donc, il faut arriver, je vais le proposer à la fin, à ma conclusion, si on a le temps, il faut arriver à adapter et à transformer même les finalités. Bon, je passe cette étape parce que je regarde Joanne. Juste pour dire qu'en Afrique, sur la question politique, c'est très, très important. On a vu dans plusieurs pays, que ce soit au Burkina, que ce soit au Sénégal, dans d'autres pays que j'étudie, où le président de la République peut, pour X raisons, pour des volontés politiques, pour avoir plus de personnes qui votent pour lui parce qu'il y a les élections, décider d'institutionnaliser quelque chose qu'on ne sait même pas si ça marche ou ça ne marche pas. On l'a vu dans les années 80 avec les programmes d'agents de santé communautaire où l'Inde, beaucoup de pays ont essayé de mettre en place, comme ce qui a été fait en Chine avec les médecins pieds nus, puis ça a échoué. Donc, il y a plein de choses qui ont été vues, qu'il y avait des volontés politiques qui sont là, qui venaient, qui arrivent pour mettre en place une politique ou quelque chose, mais qui n'a pas été confrontée dans les réalités locales et ça ne marche pas. Et c'est pour ça que là, moi, je prêche sur la question de dire, on ne peut pas parler de mise à l'échelle sans parler de pérennisation, parce que la mise à l'échelle même doit être pris, il faut prendre soin de cette mise à l'échelle, il faudrait la pérenniser elle-même. Et donc, toute la question de la mise à l'échelle arrive à la fin, doit être déconstruite parce que la pérennisation est la plus importante dans une innovation et elle devient transversale, qu'on doit penser à toutes les étapes et même à l'étape mise à l'échelle, on voit dans des interventions où on est dans une mise à l'échelle très fulgurante. Pour X raisons, on revient à la case de départ, on tombe à l'eau, puis notre finalité n'est pas là. Juste pour résumer, parce qu'il y avait plein de choses dans cette question. Merci beaucoup, Maritou. Évidemment, c'est ta journée d'avoir des défis à résumer des choses complexes. Je trouve que tu y arrives bien. Je soulignerais aussi peut-être un petit élément avant d'aller donner la parole à d'autres personnes, un petit élément sur, c'est vrai que beaucoup de financements viennent des pays comme ici. Peut-être souligner aussi que ce que tu viens de raconter sur l'Afrique n'est pas typique de l'Afrique. Moi, je peux te présenter l'adoption d'innovation sans études scientifiques qui se fait tout à fait fréquemment au Québec. Tu sais, il y a l'Afrique n'est pas unique en son genre là-dessus. Mais revenir sur le fait que, toutefois, du moins au Canada et dans les financements au Canada, des agences comme le CRDI cadrent les appels à financement. Et là, il y a un enjeu dont on pourrait discuter longuement. Mais les personnes qui construisent les projets, ce pas des gens d'ici, là. C'est le projet avec lequel j'ai travaillé avec Marius. J'ai jamais été chef de projet là-dedans, là, on s'entend. Les chefs de projet, c'était les collègues des 4 pays d'Afrique concernés et c'est eux qui ont conçu. Et oui, plusieurs personnes de différents secteurs de la société civile ont participé au développement même de l'écriture du projet. Mais ça ne garantit pas la pérennisation pour autant parce que ce que Mohamed, entre autres, soulignait, et Vincent aussi, c'est que le financement arrête. Puis le financement vient ajouter plein d'affaires à un moment donné. Puis là, tout à coup, bang, il faudrait tout faire la même chose sans avoir de financement. J'ai dans la conversation Constant, non, c'est pas ça, je l'ai déjà lu, celle-là, c'est déjà fait. André Gouault qui remercie Marie-Tour et ben, qui fait un lien lui aussi avec les projets et les priorités politiques. Est-ce que c'est possible, André, d'expliquer, de donner votre exemple en 2 minutes? C'est pas réaliste du tout. C'est intéressant quand même d'entendre un exemple sur ces questions-là. Ça concrétise ce qu'on est en train de dire. Oui, oui, Saint-Charles, Joanne. En fait, mon exemple, c'est on a fait un essai clinique sur la prise en charge de sepsis néonatale. On a testé le schéma simplifié de prise en charge des sepsis néonatales plutôt que l'utilisation, parce qu'actuellement, on recommande l'utilisation des deux antibiotiques donnés en IV pour la prise en charge de sepsis néonatale. Moi, j'ai travaillé dans un projet où on a expérimenté le schéma simplifié pour la prise en charge des sepsis néonatale. À la fin, il fallait passer à la mise en échelle du projet. C'est vrai, l'OMS avait donné l'autorisation, mais parce que ça n'avait pas rencontré les priorités de politique, finalement, le projet s'était arrêté. Et comme il n'y avait pas de financement, tout s'était arrêté. On a de bons résultats, on a des schémas simplifiés, bien prouvés,
mais le pays ne sait pas utiliser, surtout dans le milieu reculé où on manque des infirmiers ou de médecins, il n'y a pas de personnel de santé, ou seulement peut-être que ce sont seulement les agents, le relais communautaire seul qui assure le soin au site de soins communautaires. Et avec le schéma simplifié, il y avait possibilité d'aider le relais communautaire, d'outiller le relais communautaire et de leur montrer comment prendre en charge le sepsis néonatal avec les antibiotiques oraux, tout simplement. Et là, le projet s'était arrêté non, parce que ça n'avait pas rencontré les priorités politiques. Voilà, c'est juste ce que je voulais partager. Et c'est juste pour dire, non, compléter ou épouser le point de vue de Marketou qui parle des politiques. Donc, quand le projet ne rencontre pas les priorités politiques, c'est vrai que la mise en échelle sera un peu compliquée. Merci. Merci, merci beaucoup. On avait avec des collègues au Brésil à un moment donné, et je ne sais pas si on terminé, amorcé une recherche justement sur les changements de gouvernement et les impacts sur les projets. Alors, je vous dirais que c'est ça. Je signale que dans la conversation, Odilon a mis un lien vers un outil qui a été créé par les membres de son équipe, donc je vous invite à aller le voir. Il y a quand même beaucoup de dimensions. 37, pas 47, mais vous pouvez cliquer. Je vous invite, si vous voulez le voir, allez cliquer sur le lien maintenant de sorte à ne pas le perdre à la fin de la conversation. Et on a un autre commentaire, une question de Constant. Non, on a déjà répondu. Désolée, je fais la... hmm, OK. Bon, ben, je pense qu'il y a un commentaire que je vous invite à lire de Kwadio Kobaounde parce que ça va beaucoup dans le sens de la conversation qu'on va avoir et de l'alignement entre les politiques publiques. Bon, peut-être que ça soulève aussi la question, doit-on absolument aligner nos interventions ou les interventions qui sont pensées aux stratégies politiques qui ne sont pas toujours peut-être connectées avec la réalité des interventions qui fonctionnent ou est-ce qu'on doit travailler à changer les politiques publiques pour qu'elles soient alignées avec des innovations ou des interventions qui fonctionnent? Ça, la question se pose, mais ça va un petit peu le commentaire dans le sens. Et j'ai Odilon qui a la main levée actuellement pour une intervention de 2 ou 3 minutes maximum. Ok, donc merci à tous les panélistes. C'est vraiment des échanges très, très instructeurs, très fructueux. Bon, c'était juste un petit commentaire sur l'outil que j'ai partagé. Quand même, je vois que tout ce qu'on discute ici, je m'y retrouve aisément parce que c'est des choses qu'on a retrouvées aussi dans la littérature. Donc, et qu'on a fait passer par un Delphi, c'est-à-dire un comité dont des citoyennes, citoyennes. Et je vous invite quand même à le regarder. Euh, Tu l'as déjà dit. Puis, l'autre chose, voilà, c'est la mise à l'échelle spontanée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi rencontré dans vos pratiques? C'est-à-dire, ici, il n'y a pas vraiment eu une guidance, mais une intervention que peut-être vous avez conçue ou qui, une fois mis en contact du milieu, prend naturellement et se met à l'échelle comme toute seule. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré aussi? Est-ce que quelqu'un dans nos panélistes a une réponse à cette demande sur la mise à l'échelle spontanée? Oui, vas-y. Probablement, peut-être en lien avec l'expérience de la Mauritanie dont j'ai parlé tantôt là. En fait, on n'avait pas de données probantes pour guider la mise à l'échelle. C'est quelque chose qui rejoint ce qui a été dit. À un certain moment, il y a comme quelque chose qui s'est passé et puis le ministère de la Santé, on les a, c'est-à-dire on les a suivis pendant 2, 3 ans.
Euh, Certains ne s'intéressaient pas. Bon, la Mauritanie, c'est un pays très, très instable au niveau institutionnel parce qu'en quand même 4 ans, il y a eu presque 3 ministres de la Santé. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un ministre de la Santé, c'est un autre cabinet qui vient avec. Donc, ce qui a créé beaucoup, beaucoup de problèmes. Et selon les ministres, il y avait d'autres ministres que ça intéressait et qui ont commencé à faire des choses. Et puis après, ils sont partis. Il y a un autre qui vient, qui dit non, 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 tout ça, ça ne vaut rien du tout. En- donc, qui met un peu les pieds là-dessus. Et puis, il y a un autre qui arrive jusqu'à un certain moment. Le dossier a été mis sur la table à la présidence. Et donc, ça coïncidait avec la période un peu préélectorale. Et donc, ils ont vu en ça un potentiel vraiment au niveau électoral. Donc, comme l'avait dit euh, Marieto à un certain moment. Et puis, paf, ils les prennent et puis ils instruisent au ministre de prendre en charge le dossier. Et ils prennent en charge le dossier directement avec un conseiller de la présidence. Donc, c'est pas quelque chose qui a été réfléchi comme ça. Nous, on ne l'a pas du tout pensé. On pensait plutôt à une expérience pilote au niveau des districts sanitaires, essayer de la documenter, de produire des preuves pour pouvoir faire du plaidoyer après pour une mise à l'échelle, c'est-à-dire les trucs classiques, quoi. Mais là, ça s'est fait la mise à l'échelle s'est faite d'elle-même. À un certain moment, nous, on n'avait plus rien à faire. Ce sont eux c'est-à-dire qu'ils se sont occupés de tout parce que ça les intéressait. Et même, ils se sont occupés de mettre de l'argent dedans parce que quand on a dit non, bon, nous, on a un projet qui est limité dans la durée. Donc, il faut penser à ce que si vous voulez prendre des trucs, ils ont fait le nécessaire et puis ils ont mis l'argent dedans. Ils ont inscrit ça au budget national et puis maintenant, l'assurance maladie reçoit de l'argent chaque année pour pouvoir assurer ça. Donc, je pense que je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais en tout cas, je trouve que c'est maintenant qu'on est en train de documenter son implantation et puis tout ça. Mais au départ, c'était vraiment quelque chose de très, très petit qu'on imaginait, mais ça a pris nous-mêmes, on était un peu dépassés. Ben, Merci. merci Mohamed, et merci de la question. Alors, on voit que ça peut être, enfin, spontané, les interventions. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais permettre aux panélistes d'avoir un mot de la fin, mais je veux quand même aussi, je vous ai parlé du groupe de travail en santé mondiale, et si vous êtes intéressé à participer aux activités du groupe, ben, vous pouvez m'envoyer un mot. Euh, et, euh, et aussi à Marietou, qui est très, très impliquée et qui, j'espère, va prendre la relève à la direction du groupe. Une demande publique. Euh, et donc, c'est ça. On aura aussi le groupe de travail en santé mondiale. On a une journée à la CRAS le jeudi. Vous pouvez aller voir, c'est dans les colloques thématiques. Et le samedi, à Montréal, on a un café scientifique sur les enjeux de santé mondiale en lien avec l'extractivisme et l'extraction des ressources. Et on regarde les impacts sanitaires, sociaux et éthiques de ça. Alors, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez, comme je vous dis, vous pouvez nous écrire à Marietou et à moi pour avoir plus d'informations sur le groupe. Et bien sûr, encore une fois, je me répète, le groupe est émergent. Vincent en fait déjà partie aussi. Et il y a beaucoup d'espace pour faire des activités si on a envie d'en faire, puisqu'on est en train de se créer comme groupe. C'est le bon moment de nous rejoindre. Alors voilà. Euh, les panélistes, 1 minute chacun, chacune. Je peux commencer, je vais faire ça rapidement, mais oui, l'importance d'intégrer les communautés locales dès le début pour mieux comprendre les besoins, pour mieux. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Ça avait été fait dans le cas du projet dont j'ai parlé aujourd'hui. Par contre, comme tu l'as mentionné, Joanne, le financement vient de l'étranger et les priorités de financement viennent de l'étranger. Donc, c'est le cas, par exemple, en ce moment, on a beaucoup de projets d'intelligence artificielle, etc. Il n'y a absolument aucun pays qui a demandé ça. Et donc, ça vient de l'étranger, l'idée qu'il faudrait faire des projets IA. Et après, bon, ben là, si on veut faire fonctionner
notre labo, si on veut faire fonctionner notre centre de recherche, on doit aller chercher l'argent où est-ce qu'il est. Donc, on fait une demande et oui, on crée un projet localement, mais à la base, il y a comme une dislocation en ce qui me concerne, des fois, entre les priorités de financement mais ça serait pour une autre fois qu'on en discutera. Mais donc, c'est bien d'impliquer les communautés locales, mais l'agenda leur est déjà imposé dans la forte majorité des cas. Merci, merci Vincent. Euh, Mohamed, Oui, juste pour la question des communautés, je pense que chaque pays est un cas. Par exemple, quand je regarde le côté du Mali, donc les communautés sont très, très impliquées au niveau de la santé communautaire parce que le niveau opérationnel, il est directement géré. C'est des formations sanitaires privées à but non lucratif qui sont directement gérées par des associations de santé communautaire. Donc, si on passe par elles, je pense qu'il y a du potentiel pour que les relais puissent être pris. Mais si on regarde, par exemple, le côté de la Mauritanie, où il n'y a pas beaucoup de place aux communautés, où le système est beaucoup plus centralisé, où je pense que ça peut moins donner quelque chose. Parce que dans le cas du projet là dont je parlais tout de suite, au niveau de l'ancrage régional, on avait tenté, par exemple, au niveau du comité de direction, d'associer, de mettre directement, de confier ça directement aux communautés parce qu'on pensait que ça va les faire participer, etc. Mais on a vu qu'il y avait un nom des autorités pour dire que non, 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 à ce niveau de responsabilité, on ne peut pas confier ça à des communautés, il faut que ce soit l'État directement qui se l'approprie. Donc, dépendamment des pays, je pense qu'il y a du potentiel ou pas pour les communautés. merci beaucoup Mohamed. Le mot de la fin, Marie. Oui, moi je vais conclure sur deux choses. Sur la question de la distance, pour moi, c'est comme si les chercheurs étaient sur une planète. Comme disait Mohamed, on pense à des choses, mais sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis des cas très différents. Donc, je pense qu'il faut commencer à théoriser à partir de l'empirique, à partir de ce qui se fait réellement, qui existe sur le terrain. Donc, de vraiment rapprocher la recherche qu'on fait, puis les conceptualisations avec les réalités du terrain, puis les défis, puis ce qu'on rencontre vraiment. Il y a vraiment beaucoup de cas qui donnent aujourd'hui l'exemple de Vincent, l'exemple de Mohamed dans plusieurs pays. Ça montre vraiment qu'il y a du stock de connaissances qui émerge de ces pays, que ça soit échec comme succès. Il faudrait ne plus penser à des conceptualisations très pelletage de nuages, là, que je dis souvent en me mettant dedans, donc de renverser la situation. Autrement, je pense que c'est capable de le faire, de s'intéresser à la question de la résilience, notamment l'adaptation, transformation, capacité d'apprentissage et d'appropriation des communautés, mais aussi de l'intervention en soi. Parce que pour moi, l'intervention ou toute innovation est une entité vivante, auto-organisée. C'est comme ça que je l'ai étudié dans ma thèse, puis c'est comme ça que je les conçois. C'est comme une entité qui peut s'auto-organiser, qui peut vivre, qui peut survivre des réalités, puis c'est ça. Puis l'autre élément, c'est vraiment la dimension éthique que Vincent a répondu sur la question des conflits de valeurs qui existent dans ces interventions et autres. Et je pense que c'est important dans nos interventions, dans nos pratiques, dans la recherche, de penser la pérennisation et la mise à l'échelle dans une forme de responsabilité éthique. Qui porte la responsabilité d'assurer que l'innovation puisse avoir des effets positifs? On ne le sait pas souvent, hein. Quand ça marche, c'est un acteur qui s'en félicite. Quand ça ne marche pas, mais au début, on n'y réfléchit pas souvent. Qui est responsable des conséquences négatives quand ça ne marche pas, des conséquences involontaires et non anticipées de l'innovation? On ne le sait pas. Donc, il n'y a jamais de coupable. Tout est fait, mais il n'y a jamais de coupable, il n'y a jamais de vainqueur. Puis, intégrer toute la question de la qualité de l'intervention, pas seulement de les mettre en œuvre, que toutes les personnes puissent en bénéficier, mais est-ce que c'est fait de façon qualitative? Est-ce qu'on a pris en compte la question de l'équité et de la justice sociale dans les processus, dans les décisions, les actions et les résultats? Je pense que c'est là où se trouve le défi actuel en santé mondiale. C'est la question de la justice sociale dans ces interventions. Ben, merci, merci beaucoup. C'est une belle finale sur un pamphlet et qu'on a intérêt à entendre tout le monde. On pourrait aussi se rappeler, ou ce qu'on se répète dans le groupe en santé mondiale, c'est que la santé mondiale, c'est mondial. Fait que c'est pas juste à intervenir dans les pays dits du Sud.
Mais on pourra faire une autre activité là-dessus éventuellement. Je remercie à tout le monde de votre participation qui a été dynamique, qui m'a amené à réorganiser mon intervention pour répondre aux contributions de tout le monde qui ont été particulièrement intéressantes. Je suis désolée si jamais j'ai oublié certaines de vos interventions. Merci beaucoup aux panélistes. C'est quand même, c'était de mon point de vue, extrêmement intéressant aussi. Je rappelle à tout le monde que les interventions sont enregistrées, au moins les interventions des panélistes, euh, que vous pouvez nous rejoindre si vous avez des questions éventuellement. Je souhaite une belle journée à tout le monde. Merci beaucoup.